La France des ancelles et la France des aisselles. La France qui sue et la France qui pue. Voilà. Et on a la France des honnêtes gens, qui est le plan et la nouvelle campagne de pub qu'on avait vue de Retailleau, où il avait mis que des corps de métier. Donc, alors, je sais pas ce que ça veut dire pour lui, la France des honnêtes gens, mais j'ai l'impression que c'est la France des gens qui travaillent. Parce que regardez, tout ce qu'il a fait, c'est mettre des travailleurs. Mais vraiment, il les a bien choisis. Hein. Fessuria, ChatGPT, sa merde, là. Il y a un noir, il est cuisinier, attention. Un pompier, une policière, un agriculteur, une infirmière, et voilà. Donc c'est que des gens qui taffent. Hein. Les RSAistes, vous n'êtes pas là. Oui, c'est folie. Hein. Des corps de métier, mais le seul noir, il est cuistot. Oui, bien évidemment. C'est la France des gens de dos et la France qui se lève pas tôt. Mais non, vraiment, il est parti pour 2027. Ah oui, c'est le début de sa campagne, là, c'est bon. Hein. Populo-facho, c'est juste pour parler aux raslards. Je pense déjà, c'est pour parler aux travailleurs dans l'idée de dire, regardez, pendant que les assistés payent pas, il y a des assistés qui payent pas et vous payez tout en France. Les honnêtes gens cachent... C'est un peu le truc des Nicolas, les gens. Les honnêtes gens, pour eux, c'est les Nicolas qui payent. Mais pas les Nicolas qui relassent. Les Nicolas qui relassent au grand patron, ça on s'en fout. Mais les Nicolas qui paient parce que ce qui paraît, ils payent pour le RSA, et ils payent que pour le RSA, pas du tout pour les exonérations d'impôts et les cadeaux fiscaux qui sont faits aux entreprises. Hein, bon. Ça sent la campagne sur ce thème. Il y a un moyen que Bruno Retailleau parle bientôt du Nicolas qui paye. Hein. Je vous le dis, moi les gens, je le sens. Les travailleurs non blancs sont pas honnêtes, faut faire la distinction. C'est vrai, maintenant que tu le dis. Et donc on va regarder un peu un parallèle entre la nouvelle campagne de Ruffin et la nouvelle campagne de Retailleau, mais surtout on va les observer pour voir ce que pensent nos adversaires dans la course pour 2027. À moins de 2 ans de la présidentielle, la course s'emballe, les ambitions se révèlent, les candidatures s'empilent et les stratégies se dessinent. Récemment, François Ruffin et Bruno Retailleau ont précisé leurs éléments de langage en vue du scrutin. 2 hommes que presque tout oppose, sauf leur volonté de s'extraire de leur camp et de s'imposer comme des alternatives. Mais surtout, tous deux construisent leur récit contre un même pivot, la gauche incarnée par la France insoumise. C'est nous! On est leur ennemi, la France du Red Sun in the Sky. Bam! Régner une ambiance. Donc on est leur ennemi total, c'est nous. Retailleau désigne sans ambiguïté LFI comme son adversaire principal, érigé en menace centrale du paysage politique. Et s'il se garde bien de nommer le Rassemblement national, c'est pour mieux ancrer sa stratégie dans une surenchère droitière qui flirte de plus en plus ouvertement avec les thèses de l'extrême droite. Ruffin, de son côté, joue la carte de la rupture avec LFI, son ancien parti qui l'a purgé à l'été dernier. Sous le vernis du Rassemblement et ses appels à l'union dès le premier tour, le Picard dissimule des attaques subtilement distillées à l'encontre du leader insoumis. Ça me fait rire parce que 100% des droitards le prennent ça premier degré quand on danse sur cette musique. Oui, mais après il y a beaucoup de gauchistes qui sont persuadés que quand on fait le mème de « Oh là là, vive le PCC », c'est une blague les gens. C'est comme quand on dit que Ruffin est un membre de la... Ruffin. Peut-être quand on dit que Glucksmann est un membre de la CIA... Bon, en vrai, je le pense un peu. C'est ça le problème, c'est que... bon. Glorifier le PCC, je suis moyen fan. Mais parler de Glucksmann comme un agent de la CIA, c'est pas un peu insultant à force, les gens ? Genre, vous êtes moyen fan de trucs le PCC, mais après Glucksmann, ça reste un individu humain. Hein. Si on commence à faire du contrôle moral sur les mêmes, bon. Moi, je suis pour aller dans la réactance. Si les droitards sont énervés quand on parle de la Chine, on parlera de la Chine. Faire mieux, ce n'est pas faire vieux, a-t-il lancé lors de l'assemblée fondatrice de son nouveau mouvement. Une double référence à Jean-Luc Mélenchon, souvent surnommé le vieux, et à sa formule « Faites mieux », prononcée lors de son discours post-premier tour en 2022. Dans ce duel à distance, LFI devient paradoxalement le point de référence commun. Repoussoir pour l'un, fardeau pour l'autre, et au fond, chacun à sa manière tente de capter ce qui manque aujourd'hui dans leur camp, un véritable positionnement politique capable de rassembler et de convaincre. Pour y parvenir, les Républicains tentent une énième mue. Avec l'élection de Bruno Retailleau à la tête du parti il y a quelques semaines, c'est toute une vision stratégique qui est revue et corrigée. LR, en bout de course, après un revers inédit aux dernières élections, essaye de trouver sa place au milieu d'un bloc central qui a ratissé large, notamment sur sa droite, et d'un Rassemblement national qui, évidemment, lui fait de l'ombre. L'heure est donc à la survie et à la réinvention.
Le week-end dernier, Bruno Retailleau a... Juste un petit message pour dire de penser à t'abonner, de penser à nous rejoindre sur Twitch si jamais, et surtout, si t'as les moyens, et si tu peux soutenir mon travail, directement faire un don sur PayPal. Merci YouTube. C'est un peu vrai. Après, les gens, ces temps-ci, je commence à de plus en plus me questionner sur ma théorie, sur le fait que Retailleau, pour moi, il est pour sûr au second tour. Parce qu'il est plus crédible dans ce qu'il incarne que Bardella, et il me semble que si Bardella, il va à la place de Le Pen... J'ai peur qu'il y ait plein de gens qui se disent Bardella pas crédible alors que Retailleau il a vraiment fait des trucs. Mais en vrai je commence à me questionner parce que oui effectivement les gens sont peut-être trop acquis à l'idée de ce qu'est le RN au point où ils vont voter juste RN en fait. Donc je sais pas. Je suis un peu perdue là-dessus. En même temps on s'en fout, on verra tu vois, mais moi c'est quelque chose sur lequel je réfléchis de fou. Oui sur sa gauche on les attend encore les macronistes de gauche. Ben en fait c'est ça, c'est que Retailleau il peut avoir quand même des macronistes confus ou des LR qui cherchent la gauche. Vous voyez ce que je veux dire? Il est au second tour, on est cooked. Bah, oui, voilà, en fait, c'est ça. C'est que Bardella, il va aller plus loin. En fait, ça va dépendre si les électeurs RN sont utilitaristes. S'ils essayent d'aller au plus précis, quoi. Si on se tape un Retailleau et Édouard Philippe, je m'arrache les yeux. Mais non, parce qu'ils ont un peu un électorat commun, quoi. La chance de Retailleau, c'est qu'il peut avoir des gens du RN et des gens de chez Macron. Ou des Jean-Michel LR, comme mon daron, qui ne sont pas prêts à voter pour le RN de leur vie. Parce que les macronistes de gauche, c'est pas un oxymore. Ah non, c'est... Ah si, en fait. C'est Glucksmann, quoi. Et non, parce qu'il y a une gauche au RN, les gens. Il y a une aile gauche du RN. Ça veut dire que c'est les moins à droite de chez eux, mais ça reste de l'extrême droite, tu vois. C'est comme il y a une aile droite à LFI. Vous voyez ce que je veux dire? C'est que si tu prends toute la structure, il y en a toujours un qui est à un bord et un qui est à l'autre, par rapport à leur champ d'idées possibles. Si tu prends toute l'échelle de la France, il y a des gens à gauche, des gens à droite, des gens plus à gauche et des gens plus à droite. Si tu vas zoomer uniquement sur un groupe, il va y avoir des gens plus à gauche et des gens plus à droite. La gauche de Zemmour, c'est Le Pen. Oui, voilà, par exemple. C'est qui la droite de LFI, c'est Léaumont. Bon, ça va être le gouvernalis, ça va être... comment il s'appelle? Oui, c'est les gens qui... Voilà. Manon Aubry. Non, pas Manon Aubry. Ah, Manon Aubry, vous la connaissez pas, les gens. Elle était quand même Oxfam, les gens. Hein, bon. Mélenchon. Non, pas Mélenchon. Ruffin. Ruffin, c'est sur des questions de racisme. Chikirou, ouais, Chikirou un peu sur des questions économiques. C'est les libéraux pas trop anti-woke, les macronistes de gauche. Oui, c'est ça, c'est ça. Kuzmanovic, non, Kuzmanovic, c'est à l'extrême droite maintenant, les gens. Hein. C'est pour ça un peu qu'il a été purgé de la fille. Hein, mais... du Conseil national de LR pour déployer sa feuille de route pour les prochaines échéances électorales. Ils sont pas de gauche à l'échelle de la France. Ils sont à la gauche à l'échelle de leur parti. C'est-à-dire qu'au sein de leur parti, c'est eux qui ont le plus d'idées qui sont les moins radicalement à droite. Mais pourquoi elle droite? Parce que sur une idée de prisme, il y en a un qui est plus à droite que l'autre. LFI, c'est bien à la droite du NPA, même si c'est à gauche. La gauche, c'est à droite de l'extrême gauche. Et pourtant, est-ce que la gauche, c'est à droite? Non. Par contre, la gauche, c'est à droite de l'extrême gauche. C'est un schéma. Vous voyez ce que ça veut dire? Pourquoi tu parles d'elle, on parle pas d'oiseau? Gamberge. Et tout ça s'articule autour d'un slogan. La France des honnêtes gens. Fallait oser. La France des honnêtes gens, c'est la France qui travaille dur, voilà, qui sève tôt, et qui paie la France. Donc, voilà, attendez, juste comme dit Colméric, genre au RN, il y a JP Tanguy qui est la gauche du RN, parce qu'il est plus à gauche que Laure Lavalette, qui est une authentique nazie. Voilà, c'est ça. Pourtant, il est pas de gauche, il est l'extrême droite, les gens, c'est un gros là. Jean, fallait oser. La France des honnêtes gens, c'est la France qui... La définition, la France des honnêtes gens, c'est la France qui travaille? Travaille. Okay. Qui travaille dur, qui sève tôt, et qui paie cash à chaque fois le prix de l'assistanat. Et la France des honnêtes gens. Définis les assistés? La France des honnêtes... C'est genre les rentiers qui font rien dans la vie, quoi? Gens, c'est celle... Oui, tu es nous, hein, si on n'est pas honnête, à force, si on travaille pas, à force. Qui en a marre de la disqualification de l'histoire de France, de la pénitence perpétuelle infligée à notre pays. Ils n'en disqualification de l'histoire de France. Peuvent plus. La France, justement, des honnêtes gens, elle ne salit pas son histoire. Elle ne déboulonne pas ses statuts. Elle ne démolit pas ses gloires. Cette France-là en a vraiment absolument marre qu'on l'accuse d'un pseudo-racisme, un racisme imaginaire, du wokisme. On n'est pas raciste, mais on est anti-woke. On n'est pas raciste, mais que les gens là, les BLM là, les gens qui disent que la vie des Noirs est compte, on les aime pas. Mais on n'est pas raciste. Parce qu'on rappelle hein, le terme de woke, qui a été récupéré par l'extrême droite, aujourd'hui il ne veut plus rien dire, mais le terme de woke à la base, ça vient des luttes anti-discrimination contre les Noirs aux États-Unis. Mais on est anti-woke. Mais on n'est pas raciste.
Elle en a marre d'un wokisme victimaire. Cette France des honnêtes gens, c'est la France qui aime la France. C'est la France qui veut que l'histoire de France soit au contraire transmise à l'école. C'est La Révolution française. cette France, en réalité, qui demande si peu, mais qui donne tout. C'est cette France, mes amis, que nous devons défendre. Nous la défendrons parce qu'elle le mérite. Parce qu'en réalité, c'est une France travailleuse, mais aussi si silencieuse. Non pas qu'elle n'ait rien à dire, mais c'est simplement que tant d'hommes et de femmes politiques n'en ont rien à faire. Ils n'en ont rien à faire parce que depuis longtemps, ils se sont tournés vers les minorités. Oui, bon, dit que t'es pas... Oui, il est pas raciste. Peu importe la majorité silencieuse, elle ne Ta fait famille, pas de bruit. ouais. Ils bossent, ils ne manifestent pas. Ils sont... Il est contre tous les gilets jaunes. Tous les gilets jaunes, c'est pas des gens honnêtes. Mais attendez, mais il vient de s'exclure tellement de gens. C'est lui qui vote pour une minorité, là. C'est pour lui, les honnêtes gens ne manifestent pas. Alors que les gilets jaunes étaient soutenus par 80% des Français. Mais lui-même a fait la manif pour tous. La manif pour tous, ils sont allés manifester. Non, mais lui-même était porte-parole de la manif pour tous. Les gens ne retiennent que ce qui les concerne. Ah ouais, vraiment. Donc lui, c'est lui qui travaille pour les minorités, là, vraiment. Elle ne fait pas de bruit. Ils bossent. Il ratisse large, hein, Ils ne manifestent pas. Ils sont au travail. On se tourne pour des seuls soucis électoraux vers ces minorités, vers la tyrannie des minorités. La tyrannie, les woke. Je comprends bien, la France des honnêtes gens, ce n'est ni celle de Nicolas Sarkozy, ni celle de François Fillon, ni celle des Balkany ou d'Éric Woerth, pour ne citer. Retailleau va pas faire 5% et sur tout le monde. Non, parce qu'en vrai, ça touche. Comme dit Doc, donne la papate, je crois. Oui, donne la papate. Les gens ne retiennent que ce qui les concerne. C'est-à-dire que quand t'écoutes le discours de Retailleau... Silencieuse. Elle ne fait pas de bruit. Est-ce qu'il n'y en a pas, à part là, les chômeurs, parce qu'il a dit, il répète en boucle travail, à part travail qui répète en boucle, est-ce que vous vous sentez pas un peu concerné? Sauf quand il dit la France anti-woke, etc. Mais ça s'ignore vite. Tu retiens uniquement, il a dit la France qui travaille et qui paye des impôts. Et ça concerne 90% des gens. Je vote pour lui. Ah non, je vote pas pour lui par contre. Hein. Je suis chômeur et woke. Ah non, mais même si vous êtes woke, en fait, les gens qui n'écoutent pas forcément Expot en politisé que nous, ils vont écouter que la partie où ils sont concernés par le fait de dire oh là là, les gens qui travaillent, les gens qui payent les impôts, voilà, c'est le discours des droitards éternels. Oui, et puis ça, les gens entendent vite fait la moitié, etc., et ils se disent oh ce mot-là, bon ça me concerne un peu, je vois ce qu'il veut dire quoi. Il m'a lâché à la France qui se lève tôt. Ah, moi il m'a eu. Non, j'ai boss, ils ne manifestent pas, ils sont au travail. Alors si je comprends bien, la France des honnêtes gens, ce n'est ni celle de Nicolas Sarkozy, ni celle de François Fillon, ni celle des Balkany ou d'Éric Woerth, pour ne citer que. Libé a d'ailleurs fait les comptes, ce ne sont pas moins de 26 condamnations pénales qui ont été prononcées à l'encontre de personnalités politiques LR ou ex-LR. Avec son nouveau positionnement, LR achève sa mue en vulgaire copie du Rassemblement national. On coche toutes les cases du bingo racisto-patriote avec une petite mention spéciale pour le racisme imaginaire dénoncé par le ministre de l'Intérieur, ne l'oublions pas. Plus qu'une stratégie, nous sommes face à une véritable capitulation idéologique. LR renie fondamentalement ses valeurs pour séduire un électorat radicalisé en jouant sur les peurs et les divisions. Une dérive inquiétante qui signe la fin d'une droite républicaine et modérée. C'est d'ailleurs sûrement pas un hasard si Jean-Marie Le Pen, en son temps, avait employé la même formule. Le fondateur du Front National déclarait dans son clip de campagne de 1995 « Les honnêtes gens ont le sentiment que c'est la pègre qui fait la loi ». Cette fois, en dégainant en premier, LR préempte l'expression pour les prochaines échéances électorales. Un coup de communication politique aussi habile que révélateur de la porosité idéologique entre les deux partis. D'après Retailleau, les honnêtes gens de LR en auraient donc marre qu'on les accuse de racisme. Et on se demande bien ce qui peut conduire à ça. Élément de réponse avec Manuel Bompard, coordinateur de la France Insoumise. Quand M. Retailleau participe à une réunion publique... Ouais, c'est un peu la théorie du lumpen, on est d'accord. Hein, bientôt, ça va viser uniquement les Noirs et les Arabes en disant « lumpen ». Et termine en criant à bas le voile, alors que je rappelle qu'il est ministre de l'Intérieur et ministre des Cultes. Évidemment, il pointe du doigt l'ensemble des concitoyens français de confession musulmane et il contribue à un climat d'islamophobie qui est à l'œuvre depuis maintenant. Mais vous me soupçonnez dans notre lui-même à titre personnel, il est raciste et islamophobe? En tout cas, il a eu des propos, Bruno Retailleau. J'ai parlé de à bas le voile. Je me rappelle qu'il avait dit sur un plateau de télévision qu'il existait en France des Français. Le à bas le voile. À bas le voile, bien sûr. Il a vraiment dit comme ça, le bâtard. Il y a pire, attends, oh là là, on n'est pas sûr qu'il se soit raciste. Non, il a juste dit « abat le voile », bien sûr, en plein
en plein moment où il se passait des meurtres islamophobes tous les 4 matins. Bon. Papier, c'est-à-dire une manière de distinguer les Français en 2 catégories. Je me rappelle qu'il avait utilisé cette phrase qui m'avait beaucoup choqué. Monsieur Retailleau avait dit... C'est quoi lumpen? Alors le lumpen prolétariat, les gens, c'est une théorie qui arrive aussi avec le stalinisme et le communisme nationaliste, etc., etc., etc. Il y a ce truc de... Voilà, c'est le sous-prolétariat qui bosse pour la mafia, notamment à l'époque pour briser les manifs. Il faut savoir que cette notion de lumpen, elle a été très vite dérivée en sous-prolétariat. Le sous-prolétariat, c'est vraiment une notion qu'on retrouve chez Staline. Et ils sont allés dans les goulags. Parce qu'en fait, être sous-prolétaire, ça considérait aussi que si tu étais sous-prolétaire, tu n'étais pas un vrai prolétaire. Et que si on se bat pour les prolétaires, on ne se bat pas pour les sous-prolétaires. Oui, t'inquiète trop, genre. Les sous-prolétaires. Et les sous-prolétaires, on les aime pas trop. On les fout. Oui, c'était déjà sous les lignes, c'est pour ça que je reprends, raccourcis un peu. En fait, le lumpen... Non mais attends, Ponce Pilaf, le but c'est pas de faire un raccourci et de réexpliquer le terme sur toute la base historique du lumpen prolétariat de Marx, etc. etc. Juste, j'essaye d'expliquer la vision qu'on en a aujourd'hui et le pourquoi, perso, en tant que gauchiste, je ne veux pas l'utiliser. Le sous-prolétariat, c'est des gens qui ont été sortis de la classe prolétaire parce que souvent c'était pas des gens qui venaient du territoire national, parce que Staline était... nationaliste et raciste, et du coup tu les foutais dans les goulags aussi pour qu'ils aillent travailler avec les prisonniers parce que bon, c'est pas vraiment des citoyens comme les autres. Et aujourd'hui le lumpen prolétariat dans notre vision, c'est des gens du coup qui vont être prolétaires mais ostracisés de la vision de ce qu'on appelle le peuple parce que ils ne correspondent pas au cliché du peuple. C'est les mauvais pauvres, exactement. C'est une classe, ça a rien à voir avec ce qu'on en fait. C'est une classe, aujourd'hui le lumpen prolétariat, ça veut juste dire les noirs et les arabes. Ça a été repris comme un dog whistle par les rouges bruns, notamment par Tatiana Ventose. Apparemment, la théorie du lumpen prolétariat insiste sur la bêtise et la violence de cette classe. Bon délire. Oui, les TDS, les SDF et les Noirs et les Arabes. En fait, on va te pointer du doigt les Uber Eats, les chauffeurs Uber Eats. Lumpen, le prolétariat abandonné par le PS juste avant le chauffeur Uber. Les Uber, ils travaillent. Oui, mais les Uber Eats, ils sont pas blancs. Vraiment, les gens, si vous n'arrivez pas à voir le dog whistle que c'est devenu par les rouges bruns et que vous voulez par-dessus tout vous attacher à votre lexique, c'est que vous êtes pas forcément très solide non plus, quoi. Désolé, hein, mais si vous arrêtez de sortir tous les termes qui sont devenus des mots que s'approprient les fachos, ne dites pas Dragon Céleste parce que vous êtes fan de One Piece, ou alors ne le reprochez pas à ceux qui le font, quoi. Mais pour moi, si vous voulez par-dessus tout reprendre les dog whistles de Tatiana Ventose, quand elle parle des chauffeurs et des livreurs Uber Eats noirs et blancs, parce qu'ils servent la bourgeoisie en leur apportant des Uber Eats, le lumpen prolétariat sert la bourgeoisie et il faut les combattre autant que les bourgeois. Et la rivière, je sais plus dans quelle vidéo elle dit ça en plus, j'en ai un peu rien à foutre, mais vraiment, si vous voulez utiliser les mêmes têtes que Tatiana Ventose parce que vous êtes attaché à vos mots qu'il y avait dans votre épistémologie marxiste, oui c'est bon. Il dit qu'il y avait une partie des Français qui étaient en régression vers leurs origines ethniques, je cite, avec des guillemets. Qu'est-ce que ça veut dire la régression vers les origines? Mais vous avez remarqué qu'il a, à ma connaissance, jamais été condamné pour incitation à la haine raciale. D'accord, mais je suis en train de vous parler d'un propos qu'il a tenu, vous êtes d'accord? La régression vers les origines ethniques, vous l'interprétez comment, vous? Ça c'est un propos qui est un propos raciste. Et c'est assez rare pour le souligner, Olivier Faure, patron du PS, est à peu près sur la même ligne. S'il évite soigneusement les accusations frontales en racisme, il accuse Bruno Retailleau de clientélisme. Selon lui, il cherche à flatter l'électorat de l'extrême droite. Il suffit de reprendre toutes les déclarations de Bruno Retailleau depuis des années pour voir qu'il a à chaque fois cherché à lier immigration et insécurité, qu'il a cherché à dire, y compris parfois, qu'il y avait même des régressions ethniques de la part de ceux... Bruno Retailleau. Je ne dis pas qu'il est raciste, je n'en sais rien. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il est clientéliste. Et que donc aujourd'hui, il cherche une chose, c'est effectivement à flatter un électorat dont il pense qu'il pourrait le récupérer demain, celui de l'extrême droite. Il vous accuse. C'est vrai ça, pourquoi il n'a jamais été condamné pour racisme? Parce que qui porte plainte, les gens? Les condamnations pour racisme, il y en a eu très peu en vrai. Genre qui va porter plainte pour racisme? Si vous vous faites contrôler par un flic et que vous allez dire « Ah c'est raciste, je vais aller à l'IGPN » Il accuse... Zemmour, non, il y avait Obono, mais parce que de temps en temps ça va beaucoup trop loin, mais en soi la plupart du temps les gens, bon... C'est tout pour ça. On a de nombreuses... Va poursuivre un sénateur. Non mais attendez, par contre, est-ce que lui, on lui rappelle de temps en temps qu'il a parlé de colonisation à l'envers? Attendez, parce que ça va charger de fou, et on va avoir des pubs, je le sens à 100%. Jeudi matin sur France Inter. France Inter. Attendez, parce qu'elle est un peu délirante cette vidéo. Il existe aujourd'hui des endroits où le fait d'être... de ne pas être issu.
2019. De l'immigration peut poser problème à des gens qui vivent dans ces quartiers et qui peuvent se sentir exclus. Il y a des endroits où il y a des regroupements qui se sont faits génération après génération et qui donnent le sentiment qu'on est dans une forme de colonisation à l'envers, ce que m'a dit un jour une de mes concitoyennes. Il y a des quartiers dans lesquels on trouve beaucoup de Noirs et d'Arabes. Et du coup, nous, pauvres Blancs, sommes en minorité, on a l'impression de colonisation à l'envers. C'est pas du tout nous qui avons mis tous ces gens au même endroit quand on les a importés pour qu'ils viennent travailler. Parce qu'on a été chercher les Noirs et les Arabes pour construire les autoroutes, pour faire du BTP en France. Et depuis, vu qu'il y a du racisme systémique en France, on les a tous mis dans les zones où il y a des travails de merde à faire pour les petits bourgeois parisiens. C'est fort, oui c'est fort. Il me disait, après avoir voté longtemps pour la gauche, qu'elle ne voulait plus voter pour nous parce qu'elle avait le sentiment d'être colonisée. Non! Pour moi, ça montre que le PS est au courant qu'une partie des anciens votants du PS se sont tournés vers le RN. Pascal Bruckner. Oui, pour moi, il est aussi très sincère dans son racisme. Salut Ariel. Ça date de quand cette vidéo? Ça date de 2019, les gens, c'est même pas si vieux et ça avait été cité par le copain Bayrou. Le camarade Bayrou. Il parle même de racisme anti-blanc d'ailleurs dans cette interview. Par le camarade Bayrou à l'Assemblée nationale pendant la motion de censure. Il a dit: vous parlez vous-même à l'époque de colonisation à l'envers et de racisme anti-blanc. Donc oui. Bref, on en revient à Retailleau. Parce que la gauche est enfin devenue moins catastrophique sur le racisme. Oui, après oui. Juste après, il dit quand même, faut concéder un peu qu'il n'est pas d'accord avec ces idées-là. Reprise, il a quand même sorti en 4K, quoi. C'est le portrait de Bruno Retailleau et fait étalage de ses outrances fascistoïdes dans cette chronique. Inutile d'y revenir une fois de plus, je vous invite à replonger dans les archives du récap sur YouTube pour vous rafraîchir la mémoire. À travers son discours, Bruno Retailleau dessine une vision bien étroite des honnêtes gens. Ceux qui triment au boulot sans jamais se plaindre ou réclamer quelque chose, ceux qui gardent le silence au lieu de manifester et surtout ceux qui acceptent l'ordre établi sans jamais le remettre en question. En fait, la France des honnêtes gens, c'est surtout la France bien docile. La force de la formule honnête gens, c'est son flou. Elle renvoie à un... C'est vrai qu'en vrai, personne capte c'est quoi la France des honnêtes gens. Moi, j'ai juste compris c'est des gens qui travaillent. Mais en vrai, qu'est-ce qu'ils font les handicapés, eux? Parce que ces gens-là, ils sont pas en train de militer activement contre les handicapés. Ils sont pas encore à ce tiers de nazis. La France des collabos. France des moutons. J'ai compris, pas le LR déjà, oui. La France des esclaves salariés. T'es handicapé, t'es malhonnête. Bah oui, c'est ça, les handicapés qui travaillent pas et qu'on la hache. Ils sont pas malhonnêtes, mais ils sont pas non plus... On peut pas leur taper dessus, ça serait mal vu, quoi. Mais en vrai, la France de Marine, wait, non, pas celle-là, quoi. Mais quelle Marine? Que ceux qui se lèvent tôt, ceux qui travaillent de nuit, non. Non, il a dit ceux qui travaillent à toute heure. Je me fais bien shamer pour la hache. Ah ouais, si? Au boulot, les handicapés, en gros. Oui, mais ça, ils peuvent pas encore le dire, la France n'est pas prête. Je suis handicapé, je confirme la malhonnêteté de mon cas de figure. Après... Moi, je suis la France qui travaille et qui paye leur SAF à 30% de ce qu'elle gagne, mais je me considère pas honnête pour Retailleau, j'ai pas envie. Ah, il a dit de toute façon les woke qui sont pas honnêtes. Comportement, pas une origine. Ce flou permet à LR de ratisser large, de parler à un électorat conservateur, sans reprendre frontalement les obsessions identitaires de l'extrême droite. Pas de discours ouvertement raciste donc, mais un glissement sémantique habile qui flatte les mêmes instincts tout en se drapant dans les oripeaux de la respectabilité. On aurait presque envie de féliciter l'agence de communication qui a pondu ça. Mais cette posture morale soulève vite un problème. Encore faut-il être cohérent. Et c'est là que le bas blesse pour LR. Peut-on se réclamer de l'honnêteté tout en s'offusquant que Nicolas Sarkozy perde sa Légion d'honneur après une condamnation judiciaire? Peut-on se réclamer de l'honnêteté en proposant... Pour le coup, ça c'est un dog whistle. Oui, je veux bien y croire. Ou en tout cas, un truc qui est tellement général que ça veut rien dire, quoi. C'est comme le bon sens, les honnêtes gens, le bon sens. Ils aiment trop faire des trucs comme ça qui sont littéralement caricaturaux. La délinquance financière en col blanc pour désengorger les prisons, comme l'a fait Darmanin, tout en réclamant sans cesse autorité et fermeté. Peut-on se réclamer de l'honnêteté quand on applique des doubles standards entre les citoyens selon leurs origines ou leur religion? Tenir l'agriculteur qui proteste en déversant du lisier devant la préfecture quand on traite les militants écologistes qui défendent la nature de terroristes? Derrière cette rhétorique des honnêtes gens se dissimule surtout une logique d'exclusion. Un nous contre eux qui divise encore au lieu de rassembler. Encore une fois, c'est le fonds de commerce du RN. Mais puisque la cohérence ne semble plus vraiment être une exigence chez les Républicains, Bruno Retailleau ne gêne pas pour convoquer la figure du général de Gaulle en étendard moral et politique. Peu importe si les principes du gaullisme sont... Genre, se revendiquer de Gaulle en Big 2025, j'ai l'impression que c'est genre... Depuis quand c'est méta? Enfin, c'est méta depuis longtemps, je suis au courant, hein, mais je n'ai jamais compris la méta de se revendiquer de Gaulle. Ah, parce qu'il maintenant il garde que son image un peu positive du 18 juin. Il a fait un appel pendant la Seconde Guerre mondiale.
Il leur reste que lui. Non mais De Gaulle, oui voilà, se revendiquer d'un colon raciste. Surtout que De Gaulle, c'est un mec qui a pris le pouvoir. C'est pas un mec personne n'a voté pour De Gaulle, hein. C'est un mec qui est parti sur un référendum tellement il était impopulaire. Et tu serais pas Trump. Ouais, il a sauvé la France. Oui, ouais, c'est l'idée du... Oh là là, l'appel du 18 juin quand même. Ouais. C'est le dernier droitard un peu consensuel. Oui, et puis plus c'est vieux, plus on a oublié ce que c'est. De Gaulle, arrêtez avec ce mec, quoi. Aujourd'hui, allègrement piétinée par une droite qui s'aligne de plus en plus sur les codes de l'extrême droite. On écoute Retailleau sur CNews. Et puis ça veut rien dire d'être gaulliste maintenant, en plus. De Gaulle, c'est une image du despote éclairé, ouais, peut-être. Oui, nous sommes le 18 juin avec l'appel du général de Gaulle et nous sommes ses héritiers. Il avait dit un jour, il faut faire la politique de la majorité nationale. Beaucoup d'hommes et de femmes politiques français ont fait la politique des minorités. Voilà, moi je veux m'adresser à la majorité. Cette majorité, pour moi, c'est précisément la France des honnêtes gens. C'est ces honnêtes gens qui travaillent dur, qui en ont marre de voir que d'autres abusent du système, qui vivent au crochet de la société. Ah, ça y est, ça tape sur les assistés, mais qui sont... C'est qui les assistés du système qui vivent au crochet de la société? Les handicapés? Non, pour moi, c'est les rentiers qui prennent de l'argent sans rien faire, c'est les entreprises qui prennent des cadeaux sans rien faire. Vague dure, qu'on en marre de voir que d'autres abusent du système. C'est les bourgeois, en vrai, les vrais assistés, les gens, je suis désolée. Hein. Au crochet de la société. Je veux que nous puissions créer un plafonnement, une allocation sociale unique pour qu'il y ait une différence entre Une allocation sociale unique, un plafonnement. Tu veux pas mettre un plafonnement à l'héritage, qui est en soi quelque chose que tu n'as pas mérité, vu que ce n'est pas toi qui as travaillé pour. C'est la famille. Mais qu'est-ce que la famille? La famille, c'est réactionnaire. Qui en ont marre. Revenu du travail et le revenu de l'assistance. Le chef des Les profiteurs du CICE, Républicains et accessoirement ministre de l'Intérieur brandit De Gaulle comme une figure d'autorité, une caution historique, un vernis respectable à poser sur un projet politique qui n'a plus grand-chose à voir avec l'héritage du général. Retailleau invoque De Gaulle comme on décore une vitrine pour masquer le vide ou faire oublier ce qu'on vend vraiment. Une chose est sûre, dans son discours du week-end dernier, Retailleau a clairement identifié son adversaire principal, la gauche. Si on sait à quel point il exècre LFI et parfois même les écolos, c'est la gauche au grand complet qu'il faut empêcher. On l'a dit, pas un mot sur le RN, si ce n'est pour exhorter ses électeurs à, je cite, ne... En réalité, il ne dit rien de nouveau, c'est toujours le même discours populiste. Ouais, mais de plus en plus vers l'extrême droite, c'est ça qui... Avant, depuis Nicolas Sarkozy, on continue de dériver de plus en plus vers l'extrême droite. Là, il arrive à être de plus à l'extrême droite que Ciotti qui s'est allié avec l'extrême droite. Je n'en peux plus. Et lui, il accompagne ça d'un truc où il est en train d'être actif, quoi. Il est actuellement ministre de l'Intérieur qui fait des rafles dans les gares. Alors, ce qu'il fait, c'est pas ouf, surtout de notre point de vue. Mais en même temps, c'est pas des coups d'éclat énormes tant que ça. Sauf que, vu comment ils sont médiatisés et vu comment il est sucé, c'est en train de nous faire une nouvelle Macron là-dessus. La vraie gauche LFI et la gauche PS, ouais, je sais pas. Pas se tromper d'adversaire. À ce stade, ce n'est plus une main tendue, c'est presque du rentre-dedans. Retailleau serait-il le nouveau Ciotti? L'avenir nous le dira. Ouais, voilà. Mais en choisissant de ne pas mentionner le RN, Retailleau ne cherche pas à combattre Marine Le Pen. Il tente de l'amadouer ou éventuellement de la doubler sur sa droite. Il ne veut pas combattre l'extrême droite, il veut juste en devenir la version fréquentable. En se focalisant sur la gauche comme unique ennemi, il redessine un clivage aussi artificiel qu'ancestral. D'un côté, la gauche et les prétendues dérives wokistes, islamo-gauchistes ou éco-terroristes. C'est loup. De l'autre, la droite, respectable, des honnêtes gens. Un décor politique aux allures de vieille affiche jaunie que Retailleau tente de retaper à coups de slogans recyclés. Mais cette représentation binaire du monde politique relève de la pure fiction, car le clivage gauche-droite, tel qu'il fonctionnait autrefois, a volé en éclats depuis longtemps. Le macronisme a dynamité le centre et capté une partie de la droite traditionnelle. Le RN a fait main basse sur certaines classes populaires et les formations plus traditionnelles, comme LR ou le PS, peinent à exister autrement qu'en réaction. Dans ce nouveau paysage politique, LFI occupe une position singulière, marginalisée par les grands médias, caricaturés par leurs adversaires. Les insoumis ont cependant le vent en poupe. Dans les derniers sondages, LFI domine souvent à gauche. Son influence est réelle dans la rue, dans la jeunesse, dans certains territoires, mais son isolement au sein même de son camp freine la dynamique. Résultat, ils deviennent des cibles idéales. Ils concentrent les attaques, cristallisent les peurs, servent de repoussoir facile pour une droite, et parfois même une gauche, en mal d'ennemis. Preuve en est avec François Ruffin, l'exclu du parti de Jean-Luc Mélenchon depuis les dernières élections, a décidé de se lancer seul. Il a bricolé un mouvement national à partir de... Ok, ça y est, on va parler de Monsieur Rim. Picardie debout et organisé une assemblée fondatrice pour présenter le tout. Excite les origines picardes, ce sera désormais Debout. Tout court, pas Debout la France, comme du... Validiste. On rappelle que dans Debout, il y avait un mec en fauteuil roulant. Et ça m'a déçu. Excite les origines...
Mais il s'est mis debout. Et ça m'a pas choqué. Il paraît qu'il y a eu les retours de l'être aimé dans un rayon de 50 km. Moi, ça me choque pas. Une picarde, ce sera désormais debout, tout court, pas debout la France, comme Dupont-Aignan, ni En Marche, comme Macron. Non, c'est juste debout. Et lui aussi a lâché sa petite phrase qui claque, concoctée pour être prise en boucle dans les médias. Je cite, « On doit être une gauche qui pue un peu sous les bras, celle des travailleurs qui suent la journée ou la nuit. Après les honnêtes gens, Ça va, je suis pas concernée, je voterai pas Ruffin, désolé. Voilà la gauche qui pue. Sentez-vous les bras, s'il vous plaît. Les concernés apprécieront, comme l'a déjà souligné Guillaume. Super, François, bravo, François. Métier-Vian de chez Frustration Magazine. Je viens de me laver. Réduire le peuple à une odeur, ce n'est pas populaire, c'est paternaliste et méprisant. Ça renvoie aux insultes des bourgeois à l'encontre des ouvriers qu'ils appelaient les pulasseurs. Et puis disons-le, ça alimente les mêmes fantasmes que l'extrême droite adore recycler. Les militants de gauche seraient sales, les écolos vivraient dans la boue et les grévistes... Je pue, désolé. Putain, Flora ton laveur qui va devoir voter Ruffin. Sentir la crasse. Le vrai problème, ce n'est jamais la sueur des travailleurs, ni des autres d'ailleurs, c'est la puanteur du mépris. Mais alors pour Ruffin, l'enjeu, c'est de proposer une voie entre, je cite, les trop mous et les trop fous. Et puis en vrai, les gens, parlons-en vraiment. Parce que oui, déjà, ça pue le mépris, le fait de dire que ça pue, mais j'en ai marre du RP prolo de Ruffin. Parce qu'on rappelle, Ruffin, ça reste un petit bourgeois, au moins petit bourgeois, pas forcément grand bourgeois, mais au moins petit bourgeois qui a été dans la même école que Macron, qui avait des darons, qu'on pu le mettre bien toute sa vie, il a pas souffert le Ruffin. Mais Ruffin, d'accord, c'est bien, mais on va te compte tes intérêts là, c'est bien, c'est un semi-bourgeois, c'est un patron, c'est un mec qui fait des docus aussi, il fait lui-même partie de la petite bourgeoisie. Au bout d'un moment, faut arrêter de faire genre c'est lui qui se lève à 7h du mat pour aller récurer les chiottes. La France des mous, la France des fous, JPP stop, oui j'en peux plus le Ruffin. Je n'en peux plus. Vrai bourgeois juste de Amiens, oui, mais oui. Entre les socialistes à la sauce François Hollande et les insoumis. C'est ce qu'il avait en tout cas déclaré en avril lors d'un meeting à Montreuil. Désormais, les choses se précisent. Ruffin ouvre grand les bras et pour cause, il est tout seul à moins de 2 ans de la présidentielle. C'est un peu comme avec Villepin, tout est à construire. Je le cite, nous ne mettrons aucune barrière à l'entrée des cocos debout, des socialos debout, des écolos debout, des insoumis debout, mais aussi des AVS debout, explique-t-il. Et surtout, venez comme... Si on peut rester assis, ça me va. Vous êtes. Depuis l'été dernier, Ruffin se cherche, il n'arrête pas de butiner entre différents mouvements. Il a commencé... Faire des films pendant un mandat de député, c'est ok ou... Oui, je pense que lui, il se renseigne un peu. Commencé par s'unir, sans trop le dire, avec les autres purgés, Corbière, Garrido, Simonet et Autain, sous la bannière de l'Après. Selon le site officiel de l'Après, l'entourage du Picard est à l'origine du parti, mais pas lui personnellement. Un pied dedans, un pied dehors, c'est un peu sa ligne politique depuis le début. Il aime avoir le contrôle et probablement aussi être l'unique figure de proue. Et c'est pour s'assurer d'être le seul aux manettes qu'il a probablement préféré faire évoluer Picardie debout. Il faut dire que la purge a été difficile pour lui, notamment du point de vue de sa notoriété. Il est passé d'une des figures les plus médiatisées à gauche, avec des audiences importantes, à des audiences plutôt très restreintes. Il est tellement finito. Il a pris le pire timing. En vrai, je suis persuadée qu'il aurait pu nous baiser avec son timing. Il aurait pu. Quid de la démocratie interne à debout? Oh bah ça, de toute façon les gens, la démocratie interne dans un parti, c'est le truc le plus débile du monde. Si on adhère, faudra vraiment être debout tout le temps. Bah t'as bien vu qu'il y a un mec au fauteuil roulant, il s'est levé. Donc oui. Mais oui, il aurait pu nous baiser en partant au bon moment, en gardant sa fame et tout. Mais là, il est parti au pire moment, au moment où le fascisme était à son prime et où ne pas soutenir LFI, c'est limite criminel tellement, genre, on n'a pas le choix, en fait. Genre, c'est, même si tu vas être plus de gauche, même le NPA, même Poutou a accepté de soutenir Mélenchon. Genre, c'est au bout d'un moment, bon. Témoignent ces statistiques sur les réseaux sociaux, là où il aurait pu, mais il est pas assez malin. Oui, en plus, il a pas pris la DA de défendre la Palestine parce qu'il a voulu être respectable par les bourgeois. Voisiné régulièrement le million de vues sur ses vidéos. Désormais, le député Picard, aux 450 000 abonnés sur X, peine souvent à dépasser les 10 000 vues. Et les publications relatives à son assemblée fondatrice ne font pas exception. Pour s'octroyer un peu d'espace médiatique, il est obligé de recourir aux vieilles ficelles du buzz, comme quand il avait proposé de suspendre les travaux de l'Assemblée pour regarder une demi-finale de Roland-Garros. C'est d'ailleurs son tweet le plus liké des derniers mois. Sur le fond politique, Ruffin emprunte un peu chez tout le monde, avec une constante, le travail, encore et toujours. Celui qui a bâti son personnage sur la lutte des classes et l'opposition entre les petits travailleurs et les grands patrons ne change pas de stratégie. Il recycle encore et toujours, en enrobant le tout de ses désormais habituels envolées lyriques, sur le modèle des tours et des bourgs. Cette valeur travail exacerbée ne vient pas de nulle part, elle a un objectif politique clair, point de rupture avec Jean-Luc Mélenchon, la conviction de pouvoir reconquérir l'électorat populaire parti au RN, les fameux fâchés pas fachos. C'est peut-être aussi pour ça qu'il avait foot le jour de la marche contre l'islamophobie, mais aussi pour dénoncer le génocide à Gaza ou défendre les droits des personnes LGBT+. Ce qui m'étonne à chaque fois, c'est que les médias mainstream adorent Ruffin. Pourquoi? Bah parce qu'ils n'aiment pas Mélenchon. Parce qu'en fait, genre,
les médias mainstream n'aiment pas la gauche. Donc, s'il y a un gars à gauche qui critique la seule personne à gauche qui a une chance, le seul parti qui fait 22% et qui lui-même n'a pas de buzz. Il y a un parti qui fait 22%. Oui, le même phénomène que Roussel. En fait, si tu critiques Mélenchon, tu as une place sur les médias. Mais tu n'as une place sur les médias que pour critiquer Mélenchon. Pas pour dire un discours de gauche, sinon ça sert à rien. Ils n'aimeront plus Ruffin quand ils ne seront plus utiles. Oui, et puis si Ruffin un jour fait 20%, bah, il sera plus invité. Parce que 20% c'est déjà un peu trop. Ils aiment Roussel et Ruffin, je pense qu'on peut en tirer des conclusions. Oui, voilà, c'est ça. Et à peu près tous les autres combats de la gauche moderne. Nous sommes travaillistes. Nous sommes travaillistes. Ça ira le bol. Nous ne sommes pas travaillistes à la Tony Blair, nous ne sommes pas travaillistes comme en Angleterre, mais nous avons la conviction profonde que la société repose sur du travail qui soit salarié ou bénévole, mais c'est du travail qui est mis en commun. Il n'y a pas de jus dans le micro si jamais il n'y a pas des salariés de chez Enedis qui sont devant l'écran de l'ordinateur pour vérifier que ça passe bien. Il n'y a pas de jus s'il n'y a pas monsieur derrière qui est là de contrôler en train de... À chaque fois que j'entends une rime, je m'énerve. Je sais pas trop quoi, mais voilà. La société, c'est du travail mis en commun. Nous sommes travaillistes, je dirais même, nous sommes des travaillistes climatiques. Notre conviction, c'est que le travail doit être orienté vers l'adaptation climatique en priorité. Ça veut dire quoi? Mais il a volé à Mélenchon, ça! Que quand on demande à en finir avec les 5 millions de passoires thermiques, c'est du travail. Quand on veut que les marchandises passent moins sur la route et davantage sur le rail... C'est à chier. Mais c'est un truc de Mélenchon, ça. C'est aussi un truc de... Oui, bah, regardez, si on se concentre sur l'écologie, on va créer de l'emploi, en fait. Ne serait-ce que si on se concentre sur l'écologie, on a besoin de la force de travail pour faire des hydroliennes, pour faire des trucs comme ça, pour essayer des trucs, pour... Mais oui, non mais... C'est du travail. Quand on veut... Oui, par contre, la façon dont il le dit, c'est... Un atelier de réparation par quartier, par canton, pour la mécanique, l'électronique et ainsi de suite, c'est du travail. Quand on veut changer l'industrie, l'énergie, les déplacements, les logements, la culture, l'agriculture, tout ça, c'est du travail, c'est une immense masse de travail pour adapter notre société au choc climatique dans ce temps où on nous parle d'un dôme de chaleur qui s'étale sur la France. Il nous faut du travaillisme, il nous faut du travaillisme climatique. On reconnaît bien la petite odeur de renfermé de la politique de Ruffin, cette nostalgie de la gauche ouvrière un peu fantasmée et érigée en idéal. D'ailleurs, l'un de ses points de rupture fondamentaux avec la France insoumise est la notion de la nouvelle France. En gros, c'est la convergence des luttes, de toutes les luttes, qu'elles soient antiracistes, écolo, sociales ou autres. Au final, ce qui rapproche Bruno Retailleau de François Ruffin, ce n'est ni leur programme, ni leur camp, mais une obsession commune tapée systématiquement sur la France insoumise. Pourtant, certains à droite comme à gauche, à l'image de Marine Tourdelier par exemple, ont finalement compris que s'en prendre à Jean-Luc Mélenchon ne sert à rien. C'est en réalité participer au déplacement de la fenêtre d'Overton à droite et par conséquent réduire l'espace politique de toute la gauche. Pour LR, il a réussi à droitiser l'avenir en commun, c'est une dinguerie. Il a pris le programme de Mélenchon, il a enlevé l'antiracisme et il a rendu encore plus à droite. Parce que d'ailleurs, de toute façon, qu'est-ce qui se passe après qu'on est debout? On est debout et après on se met en marche. Oh bah. De mimer le RN, il deviendra difficile de les différencier aux yeux des électeurs qui préféreront toujours l'original à la copie. Que ce soit Retailleau ou Ruffin, leur combat aveugle contre LFI revient à scier la branche sur laquelle ils sont assis. Allez, let's go ratio! Il pourrait dire que pour diminuer l'impact sur le climat, il ne faudrait pas travailler plus de 20 heures max par semaine. Oui, tu dis, on diminue le temps de travail et ensuite, dans tous les cas, vous inquiétez pas, on peut enlever des bullshit jobs de merde et à la place, on met des travails qui sont dédiés déjà au service public, au commun, au fait de faire de l'entraide, au fait de faire aussi du climatique, d'aller repeindre les rues en blanc, de faire des trucs, de faire de la recherche sur le climat. Semaine de 32 heures, mais de 20 heures, de 30 heures déjà, on passe à 30 heures, ensuite à 20 heures, ensuite à 1 heure. Voilà. Si tu travailles pas 50 heures par semaine, t'es pas honnête. Moi Putain, ça va être... Mais c'est prévu ça, les gens. Je sais pas si vous avez vu le truc de Gérard Larcher. On avait vu ici de rajouter 1 heure dans la semaine de travail. Payé pareil, mais passer du 35 heures au 36 heures. Tu fermes ta gueule. Tu fermes ta grande gueule. Je t'ai pas invité pour que tu parles. Va me chercher de l'eau. Va me chercher un café. C'est bon. Oui, j'ai entendu ça. Je dis non. Ah non, c'est non. On dit non. Non, merci. Et c'est vraiment Gérard Larcher qui a proposé ça. On supprime 1 heure de repas à Larcher, ça lui fera plus d'économies. Non mais, la chaise de Larcher, là, combien elle avait coûté déjà? Chaise Larcher. Voilà, 34 000 €. 3 quarts, non. 3 quarts, c'est gentil. 30 000 cas. Et ça, c'est qui paye? C'est Nicolas qui paye. Mais le Nicolas qui paye 34 000 € pour la chaise du Larcher, là, il s'en fout. Combien? Moi, je propose, on bosse pas, on vit juste. Ah, mais lui, il vit. Hein. Ah, lui, il vit. Ruffin est pour la diminution du temps de travail, après. Oui, bah après, à part parler de travail, qu'est-ce qu'il fait? Il est fier, Nico, de payer pour ça. Ah, bah ça, cocorico, hein. Rappelez-vous, faut virer les jeunes qui veulent pas manger avec leurs collègues. Nicolas, ça le dérange pas de payer pour les riches, c'est payer pour les pauvres qui l'emmerdent. Non, c'est payer pour Karim qui l'emmerde. Skip.